Et ça va être une transition pour que Serge puisse en parler. Il va se présenter lui-même, parce que lui, il travaille sur comment aider les personnes en situation de handicap. Bonjour, d'abord. Je tenais, avant tout propos, quand même à remercier donc Nicolas, que je rencontre là en même temps que vous, d'une part pour votre témoignage, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais également pour le courage que vous avez eu avec toute cette hésitation jusqu'à il y a 2 jours, et de dire est-ce que je viens ou je ne viens pas, puisque la question de la visibilité, elle est quand même au cœur de tout ça, si je resynthétise. Vous avez dit d'autres choses, que j'espère j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc tout ça, au cas où vous remercier pour votre acte courageux et de rendre ça visible. Je tiens également à remercier le GES, et au nom de la personne de M. Patrick Guillot, de m'avoir invité à venir présenter un bout de ma pratique, et ce qui m'amène à vous dire donc je suis Serge Guinaud, j'ai une double formation de travailleur social et de psychothérapeute, et je travaille à Genève, et puis aujourd'hui je partage mon temps professionnel entre, je suis professeur chargé d'enseignement au bachelor pour les travailleurs sociaux, et puis j'ai ma pratique en cabinet privé pour adultes, tout type de problématiques confondues, individuelles, couple ou famille. Et je dirais depuis 2008, je m'intéresse plus particulièrement, j'ai été amené par la clinique, des situations qui ont émergé. C'est souvent une question qu'on me pose, qu'est-ce qui fait que je m'intéresse aux hommes qui sont aussi victimes de violences conjugales? Eh bien, c'est quelque chose qui a commencé à émerger dans les demandes que j'ai eues, et je dirais à partir de 2007-2008. Donc voilà. En guise de présentation et de préambule. Donc moi je vais situer mon propos, je dirais, davantage d'un point de vue clinique. C'est-à-dire que très rapidement je me suis posé la question, au moment où cette problématique émerge, c'est de dire comment aborder, comment la traiter, comment aborder les hommes qui expriment être en situation de violence conjugale. Et donc à ce moment-là, ce qu'on fait effectivement, c'est on se lance là-dedans, et puis c'est d'aller voir ce qui est dit au niveau du vécu. Qu'est-ce que ces hommes expriment en termes de vécu, pour pouvoir ensuite dégager quels sont leurs besoins. Donc c'est 2 choses différentes. Qu'est-ce qu'ils expriment en termes de ce qu'ils vivent eux-mêmes, et ensuite voir qu'est-ce qu'ils expriment en termes de besoins, pour pouvoir adapter les moyens de les rejoindre et de pouvoir les accompagner. Si on ne fait pas ce travail-là en préalable, eh bien, effectivement, on risque de passer à côté d'un accompagnement qui puisse leur être aidant. Alors voilà, donc on est parti. Donc évidemment, je vous parle pour ce qui est Genève et la Suisse, mais comme c'est un petit pays à côté de la France, mais je dirais pour avoir eu des contacts, ici à Lyon, à travers le GES, Paris, il y a effectivement, comme très certainement vous le savez, vous en avez connaissance, donc il y a un SOS Hommes Battus qui ne propose pas forcément un accueil ou une prise en charge, mais là, au niveau de la réflexion, ils sont aussi avancés. Et puis, il y a je fais un bref historique, il y a le Canada, avec qui j'ai collaboré à plusieurs reprises, et je suis travaillé là-bas. C'est le service d'aide aux conjoints, donc ça s'appelle le SAC, SAC. Il faut que vous tapiez Service Aide Conjoint Montréal pour tomber sur leur site. Donc ça, c'est des infos pratiques, on pourra revenir si vous souhaitez vous y intéresser. Et donc on a travaillé dans ce sens-là, de voir effectivement quel était le vécu de ces hommes, et puis pouvoir dégager des besoins pour aborder cela. J'ai pris comme appui quelques images, ça peut souvent être plus aidant, ça appuie ce que je peux dire. Donc oui, je disais ce que je vais dire par rapport à France, Canada, on est autour des mêmes chiffres, si on parle des statistiques, on est autour des mêmes constats, avec des variantes, sans les prendre forcément pour des absolus, des vérités, mais de se dire, voilà, on est quand même dans cette tendance-là. On n'a pas des résultats ou une pratique qui diffère complètement. Donc ça donne quand même un axe. On s'appuie sur la définition de la violence domestique, qui est celle de l'OMS 2002.
je ne vous ferai pas l'affront de vous le lire, je vous laisse prendre connaissance. Qui m'apparaît important dans cette définition, c'est que c'est dans un rapport familial de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu. Et c'est surtout sur le rompu, c'est-à-dire qu'on ne pense pas forcément, une fois que le couple est séparé, une fois que le couple est divorcé, eh bien, il reste généralement en lien parce qu'il y a des enfants, il reste en lien toute une vie. Et s'il n'y a pas eu d'enfant, ça n'exclut pas non plus. Donc cette définition, elle a le mérite de mettre l'accent effectivement sur cette caractéristique-là. Donc voilà pourquoi je la recitais. Et puis, bon, très certainement vous la connaissez aussi, donc il y a les aspects psychologiques, qu'on dit la psychique, on aura l'occasion d'y revenir, et économique, puisque c'est une violence qui peut surprendre. Ce n'est pas forcément la première à laquelle on pense. Mais peut-être lors du débat, on aura l'occasion d'échanger ou voilà, à ce propos. Donc mon propos, je le redis, donc se situe bien à un niveau de la pratique, de cette pratique-là. Pour moi, même ma position en tant que thérapeute, en tant qu'homme aussi, c'est qu'il est nécessaire de commencer à considérer cette question des hommes victimes de violences conjugales sans pour autant qu'elle diminue la violence qui existe et qui est vécue par les femmes. Je ne me pose pas en termes de c'est plus ou c'est moins, ce n'est pas mon propos, c'est elle est. Elle existe, elle est relatée et il faut qu'on s'y intéresse et qu'on essaie de comprendre. Voilà donc dans quel chemin je suis, et puis c'est un chemin finalement assez récent, 2008, en tout cas pour la Suisse. Le Canada, le centre dont je vous ai mentionné, ils sont à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, mais par rapport à cette question de la violence des hommes victimes, ils sont à peu près, les chiffres deviennent de plus significatifs à partir de 2007-2008 aussi. Donc on peut se poser la question de dire qu'est-ce qui se passe à partir de ces années-là. C'est autant je vais ouvrir des questions comme ça qui peuvent être à des niveaux différents. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on peut se dire que ça a préexisté ou existé autrement, ça a été tu, mais qu'est-ce qui fait que maintenant? Donc voilà. Ok, réalité peu ou pas connue. Donc c'est pour ça que je soulignais d'autant plus le fait que vous ayez, à la demande du GES, accepté de vous rendre visible, parce que c'est effectivement la question la plus difficile, c'est que voilà, partout où on va, où on nous demande de dire quelque chose, on dit est-ce que vous avez un homme qui peut témoigner, et dans les interviews et les articles aussi. Et effectivement, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors, je rencontre un certain nombre d'hommes, donc ça, c'est pas presque on va dire, malheureusement, c'est pas la difficulté d'avoir de la matière première, l'homme, mais voilà, ensuite, ils ne sont pas forcément d'accord de se rendre visible. Effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on ne se rend pas visible? Donc, il y a différents niveaux. Donc, vous êtes pas mal exprimé au niveau légal, donc on se lance dans la visibilité, on est tout de suite aux prises avec la légalité. Je laisserai cette partie-là. En tant que clinicienne, je dirais c'est surtout le côté tabou. Et dans la définition même du mot tabou, quand on dit c'est un tabou de parler des hommes qui sont dans cette situation-là, l'étymologie du mot tabou, c'est quand même une absence et une interdiction de contact. Si vous regardez l'étymologie du mot tabou, c'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qu'on ne peut pas penser. Ça n'existe pas. Ou si on le touche, alors à ce moment-là, on devient soi-même mauvais. On pourrait tout développer un cours sur le tabou, ce que je fais quand j'enseigne. Ici, je vais être très synthétique. Donc, on est au cœur d'un tabou, c'est-à-dire quelque chose que moi j'ai nommé qu'on ne peut pas penser. On ne peut pas penser. Donc, on ne peut pas penser, c'est-à-dire que l'homme ne serait pas fort. On ne peut pas penser que l'homme ne peut pas supporter la douleur. Je fais dans l'autre sens, c'est un peu plus difficile au niveau de la négation. On ne peut pas penser que l'homme ne serait pas compétitif et qu'il ne serait pas capable de maîtriser. Si je reprends donc de contrôler. Et donc là, effectivement, on se retrouve au cœur même de l'invisibilité et de ce tabou. Voilà. Pour une première, rapidement dit, j'espère aussi que mon propos est compréhensible, mais vraiment, on invitera ensuite à revenir sur ces propos. De mon travail de ces dernières années, j'ai pu dégager des axes, regrouper ce que les hommes expriment.
Alors ils expriment, donc vous les voyez là, hein, donc je vous ai mis le vécu des hommes, on pourrait les recouper sous, ils expriment des choses en termes de leur propre identité, de leur propre image d'homme. Ensuite, ils expriment des éléments en termes de leur propre confiance et leur capacité, mais également de leur peur, qui les amène à s'isoler. Et puis, un état d'épuisement. Un état d'épuisement, et puis un état d'épuisement d'être un homme. Donc, peut-être on retrouve aussi ce que vous disiez, le poids, la lourdeur de tout cela, hein, par rapport à... Et là, je vais développer un tout petit peu, j'espère que je serai compréhensible, je resterai quand même assez générique. C'est que, en termes, donc le vécu des hommes en termes d'identité, quand ils parlent d'eux-mêmes, ils expriment des choses qui sont trop ou pas assez. Donc ça, je ne l'ai pas indiqué. Hein. C'est pas longtemps, je développe, c'est trop ou pas assez. C'est qu'ils se disent, voilà, je cite, je suis trop émotif, je suis trop gentil, je suis trop conciliant, je fais comme elle me dit. Donc c'est plutôt des hommes qui sont trop à aller trop à aller vers l'autre. Donc là, hein, c'est la compagne. On pourrait se poser la question par rapport au couple de même sexe. Mais ça, c'est encore une autre question au cœur de cette problématique. Et de dire, voilà, je suis trop, dans le sens, j'arrive pas à dire non, voilà, je me culpabilise, ils retournent ça contre eux. Alors, ils sont pas assez. Et ils sont pas assez, donc je suis toujours sur le premier niveau de l'identité, ils sont pas assez. Ils se disent, ah, mais j'ai pas eu assez de figure masculine, j'arrive pas à me protéger, ou je suis incapable de me protéger, ou j'ai l'impression que je peux pas me protéger. Donc là, on a des éléments identitaires qui sont exprimés. Il parle également de blessures. Alors, de blessures qui ramènent à leur enfance. Voilà. Les blessures qu'ils disent, voilà, j'ai des blessures de mon enfance, ils ont des souvenirs d'échecs, ils ont des souvenirs de règlements de compte dans lesquels ils ont été blessés, ou alors des blessures en termes d'attachement à leurs propres parents. Voilà, donc, il les ramène à une blessure. Là aussi, il y a tout un développement sur le plan psychologique individuel qui est donné. Je ne rentrerai pas là maintenant. Et du coup, ils expriment aussi des colères contre eux-mêmes. Et puis, à force d'être tellement en colère contre eux-mêmes, ils se sabotent. Hein, ils sont en colère parce qu'ils se sabotent, et ils se sabotent parce qu'ils sont en colère contre eux-mêmes. Et ils expriment aussi, donc je vais très vite, hein, qui mettent en place des attitudes compensatoires. C'est-à-dire qu'ils vont compenser. Ils vont compenser en montrant qu'ils sont plus forts, en se montrant encore plus conciliants. Hein, ils vont encore être davantage... et puis, voilà, et ils tiennent. Et ils tiennent à ça. Alors, vous voyez, donc les premiers éléments que l'on a en termes d'identité, c'est qu'en tout cas l'importance pour nous, qui recevons des hommes à Pharos, c'est effectivement de voir où la personne ou l'homme, à quel niveau il s'exprime, pour pouvoir, je dirais, le rejoindre au plus près dans l'accompagnement qu'on va pouvoir faire. Ils expriment aussi des choses au niveau de leur image. Donc, ils ont une image dans laquelle ils doivent savoir faire, ils doivent oui, je dirais simplement, ils doivent savoir faire. Ils disent aussi, je ne dois rien perdre, je dois savoir maîtriser. Et puis, un aspect entre savoir et puis la tradition masculine, dans laquelle on est tous tombés dans cette marmite-là, en tout cas de cette génération-là, c'est-à-dire qu'ils se disent, la séparation est impossible, mais je ne veux pas non plus, elle serait une trahison, je ne peux pas abandonner, on m'a appris à ne pas abandonner. On retrouve quelque chose que vous disiez, mais la solution ce serait partir, mais je ne veux pas partir. Après, ça serait à décortiquer, hein, c'est-à-dire parce que je ne peux pas, je ne veux pas, on m'a appris que je ne pouvais pas. Vous voyez là, toute la déconstruction que l'on pourrait faire. Donc voilà, ils expriment... Il me reste 10 minutes, alors je vais accélérer. Alors peut-être c'est moins important que je développe les sous, je pourrais y revenir s'il y a des questions. Donc voilà, en tout cas, peut-être l'important c'est de voir que c'est sur quoi se posent ces vécus-là. Ça nous permet de...
de travailler ensuite. Alors je vais passer à l'aspect suivant, c'est quand ils expriment des besoins. Peut-être ça, c'est les hommes quand ils expriment des besoins. Alors, je vous ai fait deux côtés. Ça se lit de la manière suivante. Donc, j'ai sur à peu près une soixantaine de situations que j'ai eues entre 2010 et 2013. Donc, c'est le pourcentage de ces 60 situations. Je les ai arrondis parce que ça donne un ordre de grandeur. Et là, on recoupe les statistiques que l'on trouve avec le Canada, qui ont produit des statistiques. C'est-à-dire que le besoin des hommes, quand ils arrivent, ils demandent essentiellement leurs besoins en termes, ce que nous on met, cognitifs. C'est-à-dire qu'ils s'expriment en termes de « j'ai besoin de choisir, j'ai besoin de trouver une solution, j'ai besoin de prendre une décision, et de prendre une décision puis de prendre une direction. » Et ils demandent comment je dois faire dans cette situation-là. Donc c'est souvent l'axe par lequel on entre. Donc vous voyez, donc, sur ces 60 situations, c'est quand même plus de 80% qui viennent demander quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, il y a sur l'action. C'est-à-dire, aidez-moi à trouver une solution, donnez-moi des outils, donnez-moi des conseils. Donc ces deux-là vont ensemble, hein. Action et cognition, c'est expliquez-moi ce qui se passe et dites-moi comment faire. Voilà, si je résumais. Donc expliquez-moi ce qui se passe, c'est quoi qui est en train de m'arriver. Donc effectivement, là, on les accompagne en termes d'explication, mais peut-être ici dans le public aujourd'hui, peut-être ce qui vous parle, le cycle de la violence dans lequel on peut être pris, peut-être on y reviendra, je pourrais y revenir après dans l'échange. C'est quoi le cycle de la violence? Donc d'expliquer en quoi on est en prise. Et voilà, donc en même temps, quand je dis ça, c'est que c'est nécessaire. Mais on le fait aussi pour les femmes. Hein. On dit, peut-être moins l'accent aussi aujourd'hui, des femmes qui s'adressent à des associations de soutien lorsqu'elles sont victimes de violences conjugales. C'est des choses qu'on explique. Donc c'est nécessaire d'avoir une explication, c'est nécessaire d'avoir une représentation. Donc c'est quoi le cycle de la violence conjugale? Comment il a lieu? Comment il s'installe? Et comment il se perpétue? Mais donc voilà. Donc on voit bien que les hommes, hein, vous voyez là, 80 et 70%, je ne vais pas dire 70%, sinon ça fait trop suisse. Donc c'est 70% des hommes qui mettent l'accent là-dessus. Donc ça c'est important, en tout cas pour nous qui intervenons auprès d'eux, c'est-à-dire que, voilà, je vais terminer, croissance, ce qu'on appelle croissance, c'est ce que nous on dit, changer un comportement, engager une démarche de réflexion, plutôt sur eux. Hein, une démarche de réflexion. Qu'est-ce que je pourrais changer moi? Ce serait plus d'introspection. Et donc là, on voit qu'on est 1 sur 2. C'est comme le niveau affectif, diminuer la douleur, j'ai besoin de me remettre sur pied, recevoir du soutien. Là, on baisse encore, hein, ce qu'on appelle le niveau affectif. Ce que je trouve intéressant, c'est, voilà, si je le disais avec humour, ou quand je le dis aux étudiants, je leur dis, c'est, voilà, un homme peut se prendre une baffe et puis il va dire, même pas mal. Et même pas mal. On est plutôt dans cette... et puis que là, il n'a pas besoin de travailler à ça. Donc voilà, donc, je serais aussi curieux d'entendre vos réactions ensuite. Mais en tout cas, par rapport à ces premiers axes qui se dégagent, c'est-à-dire, voilà, je parlais tout à l'heure encore avec mes collègues ici, c'est-à-dire, voilà, comment on entre en contact avec un homme. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on va lui parler justement de ce qu'il doit faire, de ce qui s'est passé? Je disais, je reçois aussi des hommes qui sont arrivés via thérapie de couple ou individuelle, ou les psys, vous savez, on a l'habitude de dire, voilà, comment vous vous sentez? Je caricature un peu, mais on n'est pas loin de la caricature. Et puis les messieurs qui disent, non mais la personne, elle n'a rien compris. J'ai pas besoin de ça. Il faut qu'elle m'explique. Et je pense qu'ils ont raison, on a à entendre. C'est-à-dire que, bien sûr qu'ils ont des choses à exprimer sur leurs émotions, mais ce n'est pas forcément d'entrée de jeu. Et puis voilà, comme j'ai des suivis des hommes, je peux vous dire, ce n'est que ma parole, c'est que, et même si on a 1 sur 2, ça fait quand même déjà pas mal. Représentations qui viennent à un autre niveau pour effectivement dire, voilà, et moi, et exprimer leur ressenti. Est-ce que c'est compréhensible jusque-là? Oui.
5 minutes. Parfait, donc ce serait encore plus rapide. Donc au niveau de l'intervention et des pratiques, je pense effectivement qu'aujourd'hui, la question à se poser, c'est de mettre en place des services d'accueil de première ligne. Vraiment. Je dirais que ce serait la première chose à faire. Alors, c'est ce que j'ai fait depuis 2010. 2008, j'ai commencé, 2010, en tout cas à Genève. Hein, donc, j'ai visibilisé le service Pharos. Visibiliser le service Pharos, ça commence maintenant à être reconnu dans la presse. Et puis le site internet, puisqu'aujourd'hui c'est une plateforme par laquelle on rentre, pas plus tard que tout à l'heure, juste une demi-heure avant de venir, une personne de Lyon qui a vu l'article dans Le Progrès de ce matin et qui a vu mon nom, est allé taper sur internet, a eu mon numéro de portable qui est affiché, qui est malais professionnel, et il a appelé de Lyon. Donc aujourd'hui, comment il faudrait mettre en place des services d'accueil de première ligne avec une répondance, c'est-à-dire avoir une personne à qui, enfin, je veux dire, qui vous parle, qui vous parle. Alors, et puis je peux peut-être glisser ça, c'est-à-dire que depuis qu'il y a ça, le nombre de contacts, donc ce n'est pas juste des contacts, ils prennent contact par messagerie bien sûr, mais ils veulent tout de suite parler. Ils veulent une voix au bout du fil. Ce qui est intéressant aussi à relever, c'est que par rapport à cette question des hommes, depuis le début de 2013, je dirais qu'il y a un tiers des contacts viennent de la France. En même temps normal, puisqu'on parle le français et qu'on est voisins. Oui. Il y a quelqu'un qui est à la porte, je vais voir à l'entrée. Il y a quelqu'un qui est à la porte, je vais voir, on a la rentrer. Oui. Je trouve intéressant aussi de voir qu'il y a un tiers des appels sont français, Dijon, Lyon, même Paris, voilà. Et on a une autre plateforme internet en Suisse qui s'appelle Violence Que Faire. Peut-être ça peut vous intéresser au sens large. Si vous tapez Violence Que Faire en un mot via Google, vous tombez sur les problématiques de violence, pas pour les hommes, c'est toute violence confondue pour les jeunes. Et ils ont aussi une plateforme internet et aussi ils ont à peu près cette même proportion, c'est-à-dire que les demandes viennent de France. En tout cas, on parle le français. Donc voilà. Ensuite, valider le vécu exprimé. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a une confusion, puis on ne sait même plus si on est juste dans le faux, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre. Il y a vraiment, ça paraît peut-être galvaudé ou simpliste de dire valider le vécu. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où, actuellement, la réponse qui est mise en place maintient ce qu'on dit nous, l'invisibilité, maintient le fait qu'il n'y ait pas de service, et qu'il y a, j'ai peut-être moins le temps d'en parler là maintenant, c'est-à-dire que tout ce qui est les stéréotypes de genre, c'est-à-dire ce à quoi nous devons correspondre, eh bien c'est vrai que si on reste avec ça, on maintient le statu quo. Donc effectivement, du coup, quand les personnes prennent contact, je pourrais vous dire, je crois que chacune des personnes que j'ai rencontrées m'a dit, mais vous me croyez? Vous me croyez? Et que vous savez, quand on aborde dans la clinique, bien sûr que j'y crois. Je crois parce que c'est vrai pour vous. Je ne vais pas vous faire l'humour de est-ce que je vois des éléphants, j'ai des visions, est-ce que vous les voyez aussi? L'important, c'est pas que moi je les vois, c'est que vous les voyez. Et vous voyez, ce principe-là, c'est de dire oui, je vous crois. Il y a un respect de choix et de rythme, je ne vais pas m'étendre, et pouvoir accompagner et soutenir, parce que les conséquences actuelles on maintient l'isolement, la culpabilisation, la responsabilité individuelle. Je vais encore aller un tout petit peu pour finir avec ça. J'ai encore... Oui, vas-y. Je peux en finir. C'est-à-dire que aujourd'hui, la lecture de la violence conjugale, elle est très axée sur le genre. Et elle est nécessaire, donc les stéréotypes de genre, c'est compréhensible, ce à quoi on doit correspondre. Elle est nécessaire, mais aujourd'hui, je pense aussi qu'il faudrait continuer à ouvrir, à élargir, c'est-à-dire à intégrer une lecture individuelle. Il y a quand même des aspects qui sont exprimés au niveau de l'identité personnelle, au niveau du genre, tous les aspects sociologiques, et puis les aspects interactionnels, c'est-à-dire ce qui se passe entre ces deux personnes. Parce qu'au moment où on commence à investiguer à ce niveau-là,
on voit aussi que le curseur, bien sûr, il y a tout type de situation, mais dans ce tout type de situation, le curseur n'est jamais aussi tranché, victime-bourreau, ou bourreau-victime. Le curseur, il se balade. Hein, il peut se balader. Et donc, voilà. Donc, je dirais que aujourd'hui, il y a ces trois axes-là. Il faudrait je dirais, continuer à travailler avec et puis à les affiner. Parce que vous voyez, bon, là je suis passé très vite hein, sur le développement des sous-items de cela, mais plus on va pouvoir affiner, et bien, voilà, mieux on pourra répondre. Et puis, encore 2 minutes, s'il vous plaît, animateur, c'est que, vous voyez, je vous ai mis les paradigmes. Les paradigmes, c'est l'idéologie, les normes, les valeurs sociales ambiantes, dominantes, dans un contexte. Et puis, donc, voilà les différents courants, les différents paradigmes. On est là-dedans, hein. On est tous dans biologique, identitaire, normative, structurale, performative, donc je ne vais pas tous les développer là, mais qui ont construit les différentes sociétés. Et on est aujourd'hui, même si on est dans quelque chose de très normatif et structural, hein, tout cela a à voir avec les aspects de genre, mais on a aussi le biologique et l'identitaire. Je pense que je dois être un homme de cette manière-là, mais pas parce que c'est le contexte, mais parce que ça vient de la tradition masculine. Et donc c'est là où effectivement, ces aspects-là, il faut qu'on les affine. Il faut qu'on continue à les affiner et en rendant visible tout cela. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Oui, et puis j'ai parlé du cycle de la violence. Peut-être après je répondrai à la question. Donc vous voyez, il y a 3 ou 4 phases, ça dépend comment on l'explique, le cycle de la violence. Ce qu'aujourd'hui on commence à voir, c'est qu'il y a une des phases qui commence à disparaître. En gros, il y a tension dans le couple, explosion dans le couple et réconciliation. Ce qu'on appelle, que vous trouverez dans la théorie, la lune de miel. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, alors des fois certains théoriciens rajoutent une troisième, là c'est celle où je me culpabilise, je me culpabilise, je ne sais pas ce qui est arrivé, et puis après je me réconcilie, c'est la lune de miel. Ils sont souvent mis ensemble, c'est pour ça qu'on dit 3 ou 4. Aujourd'hui, ce qu'on a tendance à voir, c'est que cette phase-là, elle disparaît. Alors voilà, constat, de nouveau, c'est tension, explosion. Tension, explosion. Et c'est dire comment on va travailler avec ça. Donc voilà, je vais être très... Voilà. C'est pour vous dire que les choses bougent. Les choses par rapport à ça bougent. Et que, voilà, si on est intéressé, ben, on est, en tout cas je me dis, tenu d'y réfléchir. Voilà, donc là, je l'ai dit oralement par rapport à la recherche et à la politique, hein, que moi je me situe à un niveau de la clinique. Au niveau recherche, il faut continuer. Il y a certaines typologies d'hommes. Et puis peut-être ça ne sera pas partie de la discussion, il y a tout un volet de chiffres. On m'a demandé de moins mettre l'accent aujourd'hui sur les chiffres, mais c'est les résultats d'une étude de violence domestique qui a eu lieu à Genève, qui date de 2012, et elle est parue mi-septembre 2013, donc il y a 2-3 semaines. Et il y a quelques résultats qui sont intéressants, peut-être j'aurai l'occasion de les partager plutôt dans l'échange par rapport à ce que je dis. Voilà. Est-ce que je suis dans les temps? Parfait.